Bonjour à tous. Donc nous accueillons aujourd'hui François Bon dans notre séminaire, qui est donc notre séminaire Écrire, décrire les corps dans les fictions contemporaines. Et pourquoi est-ce que nous accueillons François Bon? Eh bien parce que celui-ci est l'auteur de Fiction du corps, qui a été renommé Description des hommes. Mais peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas bien, eh bien François, je vais vous présenter. Vous êtes né en 1953, vous êtes, pourrait-on dire, un écrivain touche-à-tout. Un écrivain qui écrit des romans, à condition d'entendre par roman ce que vous en dites dans Daou, c'est-à-dire une tentative de restituer par le silence par l'écriture, des autobiographies, à condition d'inclure dedans les objets, des récits, les objets comme support de cette autobiographie, des récits, des essais. Vous êtes traducteur aussi et éditeur. Et puis vous écrivez encore et aussi pour le théâtre, pour la radio, pour la télévision. Et vous animez bien sûr des ateliers d'écriture auprès de différents publics en difficulté scolaire, détenus, étudiants, enseignants, bref, touche à tout. Vous publiez en 1982 votre premier roman, Chez Minuit, sorti d'usine, avec lequel une autre littérature du réel vient de commencer, nous dit Dominique Viard. Une littérature qui ne renonce pas à la littérature pour ce faire, déclinant au contraire toute prétention à la transparence narrative, à l'omniscience, mais qui veut faire advenir l'usine comme écriture. Fin de citation de Dominique Viard. Ou pas tout à fait, puisqu'il nous dit encore « François Bon n'écrit pas sur, il écrit avec la littérature, et avec les voix qui disent la sécheresse du monde, avec la musique et l'image, avec les livres et les écrans, les claviers. Et il écrit, comme il aime à le dire lui-même, de. Écrire de soi, avec de soi, comme il dit, avec l'autre, écrire avec de la langue. De, c'est depuis, aussi bien qu'au sujet de, selon l'ancienne préposition latine. Et avec, c'est dans le grand compagnonnage des livres et des hommes. Vous avez été reçu à la Villa Médicis en 1984 et depuis vous vous consacrez entièrement à la littérature. En 2007, vous devenez directeur de collection au Seuil en lançant avec Bernard Comment Déplacement, une collection qui échappe au roman et qui interroge plus largement la création littéraire. Vous créez en 1997 un des premiers sites web consacrés à la littérature qui deviendra Remunet, site essentiel encore aujourd'hui, toujours aujourd'hui pour la critique de la littérature contemporaine. Et puis tierslivre.net qui est votre propre site. Vous créez encore l'une des premières maisons d'édition numérique, Publi.net. Votre œuvre, tout du long, interroge la capacité de la littérature à se saisir du réel et la capacité du réel à faire littérature. Elle interroge les genres et leurs frontières et les déplace constamment. Votre œuvre interroge encore et aussi les matériaux de la littérature. Vous travaillez la photographie numérique, vous collaborez régulièrement avec des musiciens, dont Dominique Pifarelli pour Fiction du corps, à la Maison de la Poésie, et des dessinateurs. Bref, quand je vous disais que vous étiez un bricoleur, un de ceux peut-être dont Lévi-Strauss a pu dire « Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées, mais à la différence de l'ingénieur, il ne subordonne pas chacune d'elles à l'obtention de matières premières et d'outils conçus et procurés à la mesure de son projet. Son univers instrumental est clos, et la règle de son enjeu est de toujours s'arranger avec les moyens du bord, c'est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d'outils et de matériaux, hétéroclites au surplus, parce que la composition de l'ensemble n'est pas en rapport avec le projet du moment, ni d'ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le résultat contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d'enrichir le stock, ou de l'entretenir avec les résidus de construction et de destructions antérieures. Chaque élément représente un ensemble de relations, à la fois concrètes et virtuelles. Ce sont des opérateurs, mais utilisables en vue d'opérations quelconques au sein d'un type. Et Fiction du corps, peut-être, nous en fera la démonstration. Alors, dans le cadre de notre séminaire, bien sûr,
ce titre, Fiction du corps, qui est paru pour une première fois en 2016 chez François-Marie Desrolles, éditeur, avec des dessins de Philippe Cogniet et une préface de Jérémy Liron, n'a pu que susciter mon intérêt. Il est composé de 48 notes et de 14 dessins. Et ce Fiction du corps est devenu Description des hommes. Sous-titre, Fiction brève sur l'imaginaire du corps et de la ville, avec vidéo, que vous trouvez en ligne sur le site tierlivre.net, et avec des photos que vous appelez des images en une de chaque fiction, qui ont été prises, dites-vous, écrivez-vous, sur le site aux USA en 2012, 2013 et 2014. Et puis, nous savons que Fiction du corps a fait l'objet de lectures-performances par vous-même et Dominique Pifarelli au violon et au violon électrique, à Lyon en 2015, à Poitiers, à Saint-Pierre-des-Corps et à Paris à la Maison de la Poésie. Et à Saint-Pierre-des-Corps, il y avait en plus le graphiste Henri Biot. Donc, peut-être, avant de vous poser quelques questions sur ces fictions du corps, pourrais-je lire ou vous faire lire quelques-unes des présentations. Il y en a 2 au moins que je connais, plus la 4e de couverture de Fiction des corps, qui n'apparaît plus dans Description des hommes, qui présente cet ouvrage. Alors, la première, celle que vous mettez sur votre site, je la lis. C'est Henri Michaud qui le premier a poussé à ce point l'imaginaire des corps dans les contradictions du monde. Le corps passant alors sujet même de l'histoire, focalisant de nos contradictions avec le monde. Focalisation, de nos contradictions avec le monde. Ça serait mieux si je lisais avec mes lunettes. Espace de recherche moins proche du rêve que de l'ensemble des nuances de soi-même dans la ville, soi-même dans la permanente variation mentale de nos affects. Et c'est cela qui peut à son tour devenir histoire et nous en dire à rebours sur l'état présent du monde, de notre relation au monde et de la ville. L'inconnu du corps, révélé par l'inconnu de la ville, et si c'était un des chemins pour s'approcher du fantastique. Il a suffi pour des clics d'un prestidigitateur dont l'histoire sert ici de fil rouge. Et puis, voici peut-être, je vous propose, si vous en êtes d'accord François, de nous lire la présentation que fait Jérémy Liron de votre ouvrage. Donc c'est l'introduction. Liron, c'est pas mon truc. Je vais revenir un peu sur cette histoire de bricoleur et touche à tout, parce que c'est pas ultra sympa, quoi. Ah, vous n'aimez pas ça? D'abord, faut le déplier sur le temps. C'est-à-dire, j'ai quand même des cheveux blancs. Premier bouquin, il y a bientôt 40 ans. Donc tout ça, c'est une activité qui s'est déployée sur plusieurs décennies. Et au début, j'ai pas commencé par du roman. Il y a eu toujours quelque chose qui était difficile aux éditions de Minuit, c'est que Jérôme Lindon mettait systématiquement le mot roman, c'était pareil pour Echnoz et pour d'autres, sur les couvertures, alors même que nous, on ne le mettait pas. Et en général, c'est seulement dans les retirages qu'on arrivait à faire passer ça comme correction. Donc il m'est arrivé d'assumer l'idée de roman, un fait divers, etc., où pour moi, il y avait un autre enjeu aussi, c'était de dire, on veut être dans le mainstream, c'est-à-dire sur les tables des libraires, on n'est pas relégué sur les tables des expérimentateurs ou des bricoleurs ou des touche-à-tout, etc. Alors effectivement, je pense qu'au bout de 10 ans, il y a eu 2 étapes. C'est une étape où je me sentais, ça fait que je m'étais ancré dans l'idée d'un livre tous les 2 ans, on vivait bien, c'est pas de problème. Et j'ai eu le sentiment de perdre un peu contact précisément avec ce qui m'avait amené dans l'expérience du monde à écrire, quoi. Et c'est là où j'ai commencé progressivement des ateliers d'écriture. Alors effectivement, il y a 20 ans, j'ai fait un atelier en prison. Effectivement, il y a 25 ans, j'ai fait un atelier en cité. Mais bon, j'ai plutôt travaillé aussi à Sciences Po, à Normal Sup, en formation de prof et tout ça. Donc aussi ça, se dire le côté prêtre ouvrier parce qu'il va travailler une fois en prison il y a 20 ans. Faut être ça. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est comment on peut travailler le contemporain comme court-circuit. Et effectivement, là, il arrive cette question du corps. C'est-à-dire, on est dans un temps de transition. Cette transition, pour moi, elle n'était pas... j'ai commencé à travailler l'électronique bien avant d'écrire. Dans nos usines, nos machines, c'est là où j'ai vu le premier microprocesseur, mais j'aurais jamais imaginé que cet univers rejoigne la littérature et puis le foot tout en l'air. Bon, aujourd'hui, il ne s'agit pas de foot tout en l'air, mais c'est cette transition, on en a 5 en
l'histoire de l'écrit, le passage à l'écrit tout simplement, le passage de la tablette au rouleau, le passage du rouleau au codex, et effectivement comment assumer aujourd'hui d'écrire sans s'interroger sur là il n'y a qu'à regarder cette espèce de truc complètement vieilli qui nous entoure. Enfin, même Emmaüs n'en voudrait pas de ces tonnes de bouquins qui nous entourent, et c'est pas méchant, j'admire ce savoir, j'admire ce vieux savoir, j'admire des étagères entières qui s'appellent commentaires de littérature médiévale, et tant mieux, c'est bien qu'un pays sain et riche comme la France continue d'entretenir sa Sorbonne. Moi je veux bien. Alors d'un côté c'est vrai, bricoleur touche à tout, mais enfin, où est-ce qu'on travaille et comment on travaille? Si on casse ici la coquille, là il y a des barreaux aux fenêtres. Moi j'ai jamais aimé les barreaux aux fenêtres. Alors à un moment donné, sur 3 décennies, ben ouais, la question de son propre corps, la question de sa voix, la question de venir sur la scène, bon, tout ça se met en place progressivement. Mais ça ne fait pas une chose. Moi, il y a une seule chose qui m'anime, c'est la phrase de Blanchot, écrire est intransitif. Donc, ce qu'on cherche, c'est la littérature, c'est le langage mis en réflexion. Donc, on s'interroge là sur le langage et on l'interroge avec ce qu'on porte. Si ce qu'on porte, et c'est pas plus que ça, et je pense que j'ai une continuité. Ces histoires de corps, puis pareil, on ne veut pas... Puisque pour arriver là, c'est venu assez brutalement, justement dans ce premier bouquin en 82. Pour moi, l'idée de la littérature, elle n'était pas du tout dans ces trucs d'usine et tout ça. J'avais tourné le dos à ça et me revenait 2 ans après avoir quitté ces trucs d'usine, précisément des images de blessures. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a fait écrire au départ, c'est que dans le réel, les peurs sont maîtrisées. On peut prendre des coups dans la gueule, on peut être blessé, ou voir un copain les bras éclatés et tout ça. Il n'y a pas peur, on agit. Par contre, 2 ans après, ça revient dans les rêves. Et là, par exemple, une blessure à l'œil vient comme angoisse, ou une électrocution, etc. Et Sortie d'usine est partie de cette espèce de noyau, et en particulier sur la rémanence que j'avais. À cette époque-là, les machines n'avaient pas de sécurité. Justement parce que le concept de corps n'était pas ni politisé ni intégré. Donc sur les machines, sur les cisailles, sur les presses, on voyait toujours les accidents. Quand on arrivait dans une aciérie, à l'entrée de l'aciérie, à Longwy, il y avait le nombre de morts depuis le début de l'année, le nombre de blessures depuis le début de l'année, et c'était intégré même dans l'idée de la condition ouvrière. Et les types qui passaient le doigt dans une cisaille ou dans une presse, on les mettait dans les magasins. Et dans les magasins de pièces détachées, c'est-à-dire ces recoins de fonds d'usine, c'était toujours les mutilés. On arrive et puis il y a toujours ce code de serrer la main. Et serrer la main s'il n'y a que 2 doigts, c'est bizarre. Et ces trucs-là, moi, c'est un texte donc qui est au début de Sortie d'usine sur les mains, parce que les mains sont noires, elles sont déformées, soi-même ses propres mains, on devient un gourd maladroit, etc. Donc cette question du corps a toujours été... c'est pas bricoleur touche à tout, il y a ces paramètres, et ces paramètres sur la durée, on peut se concentrer et les traiter un par un plus... Et à un moment donné, on sait que dans son champ d'expérimentation, tiens, c'est ça dont on peut ou doit s'occuper à ce moment-là. Par exemple, la lecture de Michaud, pour moi, est venue très tard. Il y a des beaux klaxons chez vous. Oui, c'est dans une période où... Non, je passe la parole parce qu'il m'a perturbé le klaxon. Ah, non, mais on va y venir peut-être à Michaud aussi. C'est vrai que vous avez cité plusieurs influences pour cette écriture de fiction du corps. Michaud, Kafka, Daniel Arms. Kafka et sa glaçante histoire courte, l'artiste de la fin. Voilà, et notamment pour construire cette figure du prestidigitateur. Et vous dites qu'il vous a permis de nouer les récits, de nouer les notes. Alors je me suis demandé comment il pouvait lier ces notes. Est-ce que c'est parce que par son métier,
il ouvre la porte de l'illusion et rend possible le doute? Est-ce qu'il fait surgir le fantastique, ou bien est-ce que c'est parce qu'il interroge constamment le dehors et le dedans, ou est-ce parce qu'il pousse à l'extrême cette exploration qui est en chacun de nous de l'inconnu de son corps? Ou bien est-ce que ce prestidigitateur dans Fiction du corps condense et exemplifie pour les rendre spectaculaires les qualités de finalement tous ces hommes de la communauté, les qualités remarquables, on va dire pour le moment, de ces hommes de la communauté? Pourquoi prestidigitateur de la communauté et de la ville, de Fiction du corps? Voilà. Est-ce que c'est un condensateur? J'ai eu l'impression que finalement il avait des aptitudes qu'on retrouvait chez nombre de ces hommes. Peut-être poussé davantage à l'extrême. La question, le concept d'homme, pour moi, et pour ça aussi qu'au départ j'ai mis Fiction du corps, je suis passé à homme. Je suis d'une génération où toute l'enfance, tous les rapports genrés étaient extrêmement codifiés. Tous les actes de la vie, du quotidien, ou les choses beaucoup plus rituelles, ou même revenir de la guerre, ou l'utilisation de l'appareil photo, ou de conduire la voiture, tout ça était évidemment extrêmement, des rôles extrêmement socialement codés. Et par exemple, moi, c'est quand j'ai eu 12 ans, que tout d'un coup, en 1965, on n'avait plus dans nos villages une école de filles ou un collège de filles et un collège de garçons, CEG filles et un CEG garçons, et que tout d'un coup, c'est devenu des collèges mixtes. Et on avait encore le besoin de mettre le mot mixte, comme si ça... Et cette première cassure des codes, pour moi, bien antérieure même à 68. 68 l'a cristallisé et l'a fait... reconnaître structurellement, c'est-à-dire on pouvait entrer dans le lycée sans avoir une blouse grise pour les garçons et rose pour les filles, mais 68 achevait un cycle qui avait commencé. Par exemple, pour moi, la notion de couleur, ça pouvait pas exister préalablement à 65. Par contre, quand c'est la première une de Paris Match en couleur, c'était l'assassinat de Kennedy en 63, et l'intérieur en couleur de Paris Match, c'était 65. Les autres magazines ensuite ont suivi. Les télés, évidemment, sont passés à couleur seulement vers 69, et tout d'un coup, le monde venait en couleur. Et quand il venait en couleur, pour moi, par exemple, c'était les pantalons mauves des Beatles, et si j'ai travaillé une trilogie sur les Rolling Stones, Bob Dylan et Led Zeppelin, c'est pas de l'autobiographie, ou c'est pas de la biographie, je n'ai rien à foutre des genres, quoi. C'est-à-dire ce monde qui nous entoure, puis excusez-moi d'être mal à l'aise, mais le bricoleur touche à tout, qui touche à plusieurs genres, arrêtons, quoi. C'est-à-dire, c'est pareil, moi je travaille sur Rabelais, je travaille sur Balzac, on s'en fout là des trucs 16e, 17e et tout ça. À un moment donné, il faudrait aussi que vous assumiez que c'est pas forcément du côté de l'autre que ça va pas, quoi. Je suis désolé d'avoir comme ça. Il n'y a pas la question de genre. C'est pas si j'ai travaillé par exemple sur qui on est, comment on cherche, comment on retrouve des harmoniques du monde, à travers quoi, mais à travers tout ce qu'on possède. C'est bon, de la peau, des os, c'est une histoire là-dedans. Et pour aller chercher ça, par exemple, moi, mon histoire familiale n'est pas du tout documentée. Il n'y a pas de photos, j'ai pas gardé d'objets, etc. Par contre, si je travaille sur les Rolling Stones, qui ont juste quelques années de plus que moi, dès leurs 16 ans quasiment jusqu'à leurs 25-26, après ils se protègent un petit peu, on a des milliers de photos, et donc on peut travailler jour par jour sur des éléments sociaux, faire une histoire de la violence sociale, une histoire de la culture qui commence par la musique et qui absorbe petit à petit la littérature, à mesure des changements, radio, télé, etc. Et j'ai pas l'impression d'avoir fait des choses comme ça, en dehors d'un même chantier qui se... Alors pour revenir à cette histoire-là, c'est-à-dire que les pantalons des Beatles soient mauves et qu'ils aient des boots à bout pointu tels que ça nous apparaissait en 65, effectivement, il y avait une reconnaissance du corps, le nôtre, d'adolescents, qui n'était pas tolérable par le monde entièrement gris, entièrement codé, dans lequel on passait d'étape à étape en se réfugiant comme on pouvait dans
dans les premières clopes, ce qui nous était concédé et qu'on trouve dans le Grand Mône, ou ces trucs-là. Ça n'avait pas beaucoup changé. Par contre, quand est arrivée la télévision et la rupture justement de la télé avec la radio, c'est qu'on voyait des types comme Mick Jagger danser. Et tout d'un coup, le fait qu'un garçon puisse danser sans que ce soit une parade sexuelle dans le rythme du bal du samedi soir, là, à ce moment-là, il y a une rupture sociétale. Et cette rupture sociétale, comment on l'interroge plus tard, comment on refait l'histoire de son propre corps à travers justement ces marqueurs sociétaux, bien avant même qu'ils soient, là encore, conceptualisés. En gros, c'est ce qui m'a amené ensuite, j'ai travaillé beaucoup plus et beaucoup plus longtemps sur la ville. Dans ce que je travaille sur la ville, j'ai beaucoup des peintres comme Charles Schiller ou Hopper aussi évidemment, mais où la question de l'individu, pour moi, elle part d'Adorno, c'est-à-dire la notion sujet qui organise le récit depuis le XVIIe siècle est plus pertinente dans l'organisation anonyme, multiple de la ville, où la notion d'individu, elle ne peut pas se distinguer de ces espèces de brassements collectifs ou d'inconscients collectifs qui l'organisent jusque dans la consommation, etc. etc. Dans ces structures géographiques, urbaines, architecturales de la ville, à un moment donné, je ne trouvais pas le moyen de faire irruption de il pouvait y avoir, comme j'ai fait avec Déou justement, là, tout d'un coup, est-ce qu'on peut faire intervenir des récits de vie? Ok, ça a été, et à un moment donné, comment je pouvais renouer précisément avec ces mains amputées de sortie d'usine. Et l'événement pour moi, c'est une année où j'ai passé à Québec, mais avec des ateliers d'écriture à l'Université de Montréal une fois par semaine. Québec-Montréal, c'est un bus de 3 heures. Je rentrais le soir, vraiment un peu naze de la journée. Et là, par contre, je sais ce que c'est que le travail de fac, et hommage et respect. Et quand je rentrais dans ce bus le soir, c'est là où j'ai commencé. J'avais un appareil évidemment pas de la qualité dans ceux qu'on a maintenant, mais un petit appareil numérique que je posais sur la tablette du bus, je mettais record et j'improvisais 7 ou 8 minutes. C'est comme ça que j'ai commencé ces expériences sur YouTube, etc., qui ne sont pas une chose de plus ou une chose à côté. C'est essayer de travailler plus sur le surgissement de l'écriture. C'est pas travailler... conjurer ces formes industrielles stabilisées qu'on appelle livres en mettant le curseur de la publication sur le moment où ça vient, sur qu'est-ce qu'on travaille soi-même pour que ça surgisse. Et je me souviens que dans ces petites impros là, directement en vidéo, donc c'était début 2010, c'est comme ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Là, pour moi, il y avait cette piste, et quand j'ai fait ce bouquin, là, c'était... justement, c'est pas l'idée de livre, mais prédominait celle du web, une bascule pour moi où cette relation langage-monde, c'est le web qui en est le socle, et que le livre, c'est une forme qu'on peut arriver à stabiliser, non pas pérenniser, parce que ça m'intéresse plus, c'est pour ça que là j'ai même plusieurs versions, mais peut-être détacher un moment, ou entrer dans un rapport ergonomique où on n'a plus besoin de rester dans le site de l'auteur pour se l'approprier. Ça, c'est une question de lecture-écriture aussi qui... je pense qu'elles ont toujours été présentes. Et dans ce moment-là, disons de mes 60 à mes 65 ballets, tout ça c'est un grand dépli dans le temps. J'ai eu un labo un petit peu permanent dans une école d'art à Cergy, où j'allais 2 jours par semaine. Donc je passais une nuit dans un hôtel Kyriade, dans cette espèce de ville absolument déserte, desséchée le soir, sur des espèces de villes nouvelles construites dans les années 70, mais qui depuis se ghettoise, mais qui reste quelque chose d'abstrait, extrêmement fort dans les images. Et dans cette chambre, donc cet univers là très brutaliste, même si c'est pas essentiellement, si c'est pas formellement brutaliste, qu'un mouvement précis d'architecture, c'est là où je me suis dit de reprendre l'appareil et de me remettre comme ça en situation d'impro. Et
première chose qui m'est venue, c'est un truc qui venait. Alors, est-ce que c'est d'un rêve ou je sais pas, mais en tout cas, je pense que pour moi, l'intérêt à travailler sur la littérature fantastique, mais qu'une chose pour moi qui est depuis les lectures d'Edgar Poe à 11 ans ou 12 ans, Le Puits et le Pendule, c'est... Ouais, là je finis pas la phrase, mais je sais que ce glissement c'était une image, et que dans ce rapport au fantastique, ce qu'on travaille sur soi-même, c'est que bien sûr il y a l'appui, les porosités qu'on travaille, et c'est vraiment un travail qu'avancer dans les pratiques de rêve, mais l'image c'était ça, c'est reprendre un couteau et se l'enfoncer très lentement, très progressivement dans le crâne et le ressortir. Et je sais pas pourquoi cette image, mais en tout cas c'est celle qui est venue, et donc devant l'appareil photo, qui c'est qui est capable de se prendre un couteau et de se l'enlever comme ça? Tout le monde dira ça devait être un bon prestidigitateur puisqu'ils avalent les sabres et qu'ils les ressortent. Voilà, et c'est pas plus que ça. Et ça m'a occupé assez longtemps. J'en ai fait justement une trentaine, une quarantaine, sur plusieurs mois, mais je les faisais chaque mardi soir, quand j'étais dans le milieu de la nuit, dans cet hôtel-là, et directement en vidéo, d'où le fait de les avoir mises en ligne à mesure. D'accord, donc ça a commencé par la vidéo. Oui, au point que ce livre devait sortir d'abord chez Verdier, et avec qui je voulais justement renouer, parce que c'était une période de ma vie justement assez intense, Verdier, où Jérôme Lindon m'avait en gros fichu dehors de minuit sur un livre qui s'appelle L'Enterrement, en disant c'est pas du roman. Ben non, c'était pas du roman, mec. C'est un copain qui s'appelle Pierre Michon qui m'a dit mais viens chez Verdier. Et là, donc L'Enterrement est sorti chez Verdier, et ça m'a ouvert justement un espace d'écriture. Plusieurs récits aussi liés à ces expériences d'atelier d'écriture en tant que pratique, là où je peux pas énoncer le monde, je peux pas énoncer ce que vit quelqu'un qui se démolit volontairement ou pas avec de l'héroïne, et qui peut pas faire demi-tour. Et par contre, qui puisse pas faire demi-tour par rapport à sa pratique d'héroïne, cette destruction-là, ça me concerne littérairement. Ça me concerne comme depuis même le corpus ou tout l'héritage littéraire, et comment le fait de travailler, d'ouvrir cette pratique et cette énonciation, que l'énonciation ce soit pas à la Balzac ou même encore presque Proust, qui serait la limite, c'est-à-dire je suis l'auteur omniscient et je dis ce que voit ou perçoit l'autre, mais dire moi j'assemble du récit en faisant en sorte, ça pour moi la bascule c'est William Faulkner, c'est là où la perception par l'autre devient prédominante de l'organisation du récit. Et là, c'est l'autre enjeu pour moi fondamental du corps, qui était, c'est-à-dire à quel moment dans cette domination de l'écriture sujet, on peut arriver à partir sur du récit qui n'impose pas une figure anthropomorphe avec statut de sujet, mais où on remet l'énonciation directement à cette instance du corps. Et ça, pour moi, la fondation théorique de ça, c'est Antonin Artaud qui en est la bascule, mais Artaud décrit le mental. Il y a un texte qui s'appelle Description physique en particulier, qui pour moi est un plus haut, et c'est de mémoire, c'est une espèce de fatigue renversante centrale, les muscles tordus comme à vif, etc. Et dans cette écriture-là, lui, son jeu est inaccessible à lui-même. Donc, cette boule-là, ce fil, ensuite, moi j'ai retrouvé ça, par exemple, chez Bernard Noël, peut-être, mais chez d'autres, probablement, mais pour moi, celle qui aurait le plus établi ça comme ensemble de narration basée sur un retrait du sujet au profit d'une énonciation directe du corps, c'est Danielle Colobert. Et Colobert, elle s'est suicidée le jour de ses 40 ans, en 78, après poignée de livres qui sont restés quasi inaccessibles. Maintenant, c'est réédité chez POL. Là, la collection change, mais pour moi, depuis Colobert, il y a ce renversement-là qui fait que on sait, elle a donné la possibilité d'un espace
même si on retrouve ça aussi chez Monique Wittig, mais je l'ai redécouvert plus tardivement. Mais évidemment, et c'est là où moi là je vais m'arrêter, mais c'est aussi pour moi le statut de réponse là, c'est probablement que si Sarraute l'a pas fait et que Wittig, qui est extrêmement proche de Sarraute, l'a fait, il y a une énonciation différente d'une traversée différente de, pas l'identité féministe, mais le fait féministe en elle, comme revendication, comme bataille, etc. Sarraute et Duras, je ne sais pas si elles peuvent le théoriser. Wittig l'a théorisé. À partir de ce moment-là, est-ce que nous, les petits gars, avec un corps de garçons, est-ce qu'on peut sortir de cet espace conflictuel et dire ok, c'est très bien, maintenant ça existe dans une partition neuve, je ne suis pas forcé d'utiliser le masculin et le féminin, je peux travailler mon masculin, je peux me mettre à travailler mon masculin parce que via Wittig, via Collobert, j'ai un espace neuf, lapsus très beau, je n'ai pas fait exprès de faire des beaux lapsus, mais grâce à Mick Jagger et Daniel Collobert, on a cet espace-là. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être aussi parce que justement j'étais en école d'art où toutes ces questions sont... Bon, quand on a 60 ballets, qu'on travaille avec des gamins de 20, 22 qui si on leur dit dis ton texte et balance-toi contre le mur, on va voir ce que le texte ce qui en advient, ils le font, donc on va pas leur dire comme ça, mais il s'agissait de rattraper un statut, je dirais, du corps dans l'inconscient collectif et les pratiques narratives collectives qui, essentiellement en rupture avec... pour nous, il fallait construire dans la rupture et construire la rupture. Je pense que quelque part, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc moi, il fallait bien que je rattrape et que j'ouvre ces questions-là, quoi. Donc ces petites silhouettes dans la ville, c'est vrai que je pense pas que je regardais Les Bonshommes, c'est pas un truc, je pense pas qu'on puisse faire de la littérature de façon intentionnelle, le chemin est toujours à reculons, est toujours à quel endroit. Là maintenant, toi tu es dans un espace de nécessité, et cet espace de nécessité, je pense que je voyais la ville, je voyais des carrefours, je voyais des façades, je voyais des immeubles, c'est pas non plus en rupture. Un gars que j'ai connu qui était vraiment important pour moi, c'est Bernard-Marie Coltès dans La nuit juste avant les forêts, puis Solitude dans les champs de coton. Solitude, c'est une dalle horizontale, un espace vertical d'où sort un personnage et un autre personnage fixe au milieu de la dalle, et puis au milieu il y a un échange de regards. Et la question de Bernard, c'est-à-dire est-ce qu'on peut écrire un récit sur quelque chose qui n'a pas de durée, l'échange de regard comme ça. Donc pour moi, cette dalle, ces deux personnages, ça aussi, ça a été natif. Voilà. Donc et Verdier, effectivement, j'avais envie que ce soit chez eux, et puis on avait rediscuté, c'était prêt, et au dernier moment, ils se sont dit « Ah mais ça va pas, tout ça c'est déjà sur ton site ». Bah ouais, c'est déjà sur mon site. Et là, ils m'ont dit « Tu ne te rends pas compte du mal que tu fais au métier ». Donc bonsoir, et c'est pour ça que le livre est parti faire sa vie ailleurs. Et alors Philippe Cogniet dans l'histoire, comment ça s'est passé la collaboration, parce que les images, photos... Je ne les ai pas vues avant le livre. Vous ne les avez pas vues avant le livre ? Non. Philippe, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. D'abord, on a le même âge, et, non pas la même histoire, parce que lui est né en Afrique, mais disons la province largement enracinée. Et Philippe est un de ceux qui ont le plus travaillé lui aussi sur la ville. Par exemple, des schémas récurrents, une cour d'immeuble avec un camping-car dans une cour d'immeuble. Donc c'est ça, ces toiles. Et il travaille avec une matière qui travaille avec de la paraffine et qu'il écrase sur sa toile, des paraffines dont qu'il colore de différentes façons, ou en tout cas il achète des pots de grains de paraffine de plus de nuances possibles, et ensuite il les écrase avec des fers à repasser de toute taille sur ces toiles. Il a aussi beaucoup travaillé, par exemple il y a une série de toiles sur des intérieurs de supermarchés, des rayons comme ça traités, mais purement esthétique, mais où dans cette esthétique il y a des pratiques sociales extrêmement fortes. Donc c'est pour ça que je pense que Desrolles, qui avait ouvert cette collection Atelier Contemporain,
à demander à Philippe ses dessins, et bon, après, moi, ça ne me concerne pas. D'accord, ok. Donc, c'était pas une collaboration entre vous, non, mais le rapport avec Philippe est essentiel et profond, oui. Ouais. Mais c'était une surprise, voilà. C'était pas une commande de votre part. En tout cas, non, et pas du tout un travail mené ensemble. Oui, c'est ce que je comprends. Ouais. Et donc, mais c'est admirable. Avec votre, elles sont magnifiques ces illustrations, et avec, enfin, si on peut les appeler comme ça. Et votre travail avec le musicien, avec Dominique Piffari, comment il s'est fait? Parce que là, c'était une collaboration. Oui, alors c'est pareil, c'est des longues histoires. Un jour, ça remonte en Vendée en 2003, où j'étais invité à faire une lecture de Rabelais. Et Dominique, c'est un gars qui est plus jeune que moi, mais comme j'ai toujours connu comme musicien avec une stature, une aura, pour moi, je l'ai toujours considéré comme un aîné, ce qu'il n'est pas. Et on a fait cette lecture de Rabelais ensemble, en pleine impro, et on a commencé à développer un duo comme ça, en particulier une époque où j'avais tenu un journal sur le web quotidien, 2005-2006. C'est la première fois que je faisais ça, dans un moment où le web était encore suffisamment confidentiel pour qu'on puisse se le permettre. Et ça a fait un gros bouquin qui s'appelle Tumulte, donc qui est constitué de 365 textes. Et on avait commencé des lectures où, selon le contexte, à chaque fois, on choisissait un voyage différent, une organisation différente des thématiques. Et donc, je pense que ce que Dominique m'a énormément apporté sur la préparation de la lecture, sur la concentration, sur la tenue de la lecture, etc. Et c'est toujours un plaisir de se lancer ensemble là-dessus. Et régulièrement, comme on maintient ce duo depuis longtemps, ce qui n'empêche pas lui de travailler avec d'autres auteurs et moi de travailler avec d'autres musiciens aussi, c'était... à ce moment-là, on travaillait beaucoup justement sur des questions de ville. Un texte que j'avais appelé Buffalo, je sais pas quoi, ça part, je sais plus. Mais en tout cas, où j'étais parti de quelque chose que fait Philippe Cognier aussi. Vous voyez, c'est pas des dispersions, tout ça, c'est un atelier très précis sur la durée. Philippe travaille aussi sur il était un des premiers à travailler sur des photos prises de Google Earth, c'est-à-dire la ville mais en vue verticale avec les toits de la Défense, les géométries que ça fait, les choses abstraites que ça fait. Et ce Buffalo là que j'avais fait, moi aussi, c'était un jour j'avais traversé Buffalo en voiture. Je me souviens qu'à un moment donné, sur un pont, ça descendait abruptement sur une aciérie et on a l'impression de plonger sur cette aciérie géante là, dans les Grands Lacs. Et sur Google Earth, j'ai jamais retrouvé l'aciérie. Et donc j'étais parti sur des descriptions, alors dans un dispositif. Pour moi, c'est ça aussi qui est... Oui, tout à l'heure j'ai réagi peut-être un peu durement et je m'en excuse, mais que cette unité, elle inclut le déplacement, il se fait vers le geste. C'est-à-dire, dans faire des dessins, Baudelaire en faisait, Kafka en faisait, lire à haute voix, Baudelaire le faisait, Kafka le faisait. C'est-à-dire, le carnet de l'écrivain a toujours été... transmédia, comme on dirait aujourd'hui, et la question de la voix. Alors évidemment, nous, c'est passionnant. Apollinaire a enregistré en 1913 sous le pont Mirabeau, le La Seine, etc. Et Proust, qui est mort en 1922, qui fait une page magnifique sur qu'est-ce qu'un enregistrement de la voix de sa mère changerait à son deuil. Lui n'a pas enregistré sa voix. Qu'est-ce que ça... Et donc ces questions-là de la reproduction, de rapport de l'oralité, etc. Toutes ces choses sont fondamentales. Aujourd'hui, on peut travailler sur le fait de publier en gardant ce côté polyphonique sans cette transposition dans le média typographique, donc monodique parce que typographique, qu'est le livre. Et donc ces expériences avec Pifarelli en ce moment à ce moment-là sur Buffalo, c'était projeter aux vidéos proches depuis mon ordi des espèces de voyages sur des vues aériennes de ville, explorer même, je les explorais en direct, et puis lire des textes, et donc ces textes-là sont venus, et l'étape suivante, ça a été de dire, mais à quel moment en lecture, je peux aussi faire comme le musicien, c'est-à-dire me présenter sans texte.
Et quelque chose qui m'avait fasciné chez un gars qui s'appelle Christophe Tarkos, qui lui est mort en 2004. Et Christophe avait 42 ans, c'est une tumeur au cerveau. Et ça aussi, je crois que la Coltès, Tarkos, etc., c'est ça aussi qui ont fait que je suis entré dans ce texte. Et Christophe avait une technique, lui, de lire, à voir, je me souviens un texte sur la drogue, c'est « drogue est bonne aux drogués, drogué, la drogue est bonne, drogué aime la drogue bonne ». Et dans ce ralenti, ça lui permettait de partir sans texte préexistant, mais d'avoir le temps mental d'avancer son texte par le ralenti de la lecture. Et donc en ce moment, j'essaie de... Vous essayez de construire. Donc, vous avez... Non, allez, ça c'était des textes écrits. Ce qui n'empêchait pas qu'à chaque fois le truc c'était de dire tiens, j'ai lu cette version, j'ai tout réimprovisé, j'ai changé ça. Et donc le texte, rétrospectivement, c'est-à-dire le texte publié là chez Desrolles était déjà une version qui se retravaillait d'après ces lectures, comme je pouvais. Et puis, mais c'est. Ouais, je crois. Pour moi, il y a cette idée de pouvoir réimproviser des textes qui est un chantier en tant que tel, quoi, qui m'a peut-être éloigné encore plus de l'univers du livre, mais que j'assume comme ça. Et alors, justement, dans ce chantier, les notes. Pourquoi vous avez choisi cette appellation de notes? Notes, voilà, tous ces... Si on parle des je n'ose pas dire des chapitres, hein, mais tous les intitulés commencent par notes. Notes sur la couleur des hommes, notes sur l'homme rien, notes sur l'homme tout, notes sur les hommes sans dignité. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est beau, les notes. Les notes, c'est le premier carnet, quoi. Là, je n'ai pas en tête d'où ça pourrait venir. Par exemple, Sei Shonagon, on traduit classiquement par note de chevet, parce que le terme japonais qui donne le titre original de son livre, donc quelqu'un qui vivait de l'an 980 à l'an 1040 ou quelque chose comme ça, mais ces notes de chevet de Sei Shonagon, pour nous tous, ça reste un livre tellement universel dans la gestation mentale de l'écriture. Et pour Shonagon, je pense que c'était aussi un outil qui lui servait probablement à la cour, mais qui lui servait dans l'écriture de ses poèmes. Et bon, alors il y a ce mot note qui est là. Je sais plus comment ça vient, mais une dimension d'inachevé peut-être, ou je ne sais pas, ou de transitoire, de provisoire, de surgissement. C'est ce qu'on met en attente sur l'iPhone. Il y a un petit outil qui s'appelle Notes, et puis on s'en sert comme ça. Donc après, il ne faut pas surévaluer. La question pour moi, c'était plus cette question de la fragmentation, et que l'architecture du livre. Je regarde la caméra avec les yeux ouverts. Ça n'a pas dû m'arriver beaucoup depuis le début. L'autre jour, j'avais pris Doctolib, un ophtalmo, et elle m'a dit je vais vous découper la paupière et je vais l'ouvrir comme ça. Ma grand-mère est toujours comme si vous voulez ressembler encore plus à votre grand-mère, qui m'a dit, mais ça pour moi typiquement là c'est le travail qu'on fait dans ce bouquin. Donc j'ouvre les yeux, je suis capable, et je me rappelle plus du tout la question. Ouais, si, c'était cette question de l'éternelle contradiction entre le fait que l'écriture est toujours quelque chose d'extrêmement local dans le temps et l'espace graphique, y compris chez Proust. Le repas de Bergotte chez les Swann, c'est 12 pages ou 14 pages, et puis ensuite on passe à autre chose. Mais c'est pas un repas, c'est-à-dire on écrit un repas de Bergotte chez les Swann avec le narrateur, mais tout le texte indique qu'il s'agit de la suite de tous les repas de Bergotte chez les Swann, etc., etc. Donc même chez Proust, cette espèce de configuration locale discontinue, c'est structurant dans la recherche, qui a priori serait le modèle du texte plus continu. Et Michaud, plus il avance, je pense, son dernier livre, Poteau d'angle, puis même Face au verrou, c'est d'aphorisme en une ligne. Il est capable d'écrire et de tenir tout son boulot en une ligne. Et par contre, en 1930, là, la nuit remue,
il y a un ensemble de textes qui s'appelle « Mes propriétés » et il y a un autre ensemble de textes qui s'appelle « Le sportif au lit ». Et là, on a des micro-récits, et ces micro-récits sont totalement autonomes. Ils ont une potentialité fictionnelle qui, pour moi, est de la taille de Borges ou de Kafka ou de Cortázar, même si et Michaud et Borges se sont connus tous les deux avant d'avoir publié. C'est une des choses aussi mystérieuses. Enfin, c'est un des mystères de la littérature qui m'a travaillé aussi pour ça. Mais là, pour moi, la révolution, c'était ça. Celui qui a été le plus pour moi. Le matin, quand je me réveille, je trouve juché, misérablement aplati, au haut de mon armoire à glace, un homme serpent. L'amas de membres contorsionnés à la façon décourageante des replis de l'intestin appartient-il tout entier à cette petite tête épuisée, accablée, il faut le croire. Une jambe démesurée pend, traînant contre la glace une misère sans nom. Qu'est-ce qu'il ramènera jamais en haut, cette jambe en caoutchouc ? Si imprévu que soit le nerf dans ces hommes qui semblent tout mous et désossés, cette jambe fait sa dernière enjambée. Quel aplatissement, celui de l'homme serpent. Il reste sans bouger. Pourquoi m'en occuper? C'est pas lui qui me semble bien désigné pour me tenir compagnie dans ma solitude, pour me donner enfin la réplique. Attiré vers le bas par le poids d'invisibles haltères, écrasé par la compression d'on ne sait quel rouleau, il gît, haut placé, mais il gît. Ainsi, chaque matin, c'est lui qui passe ma nuit. Boum. Et pour moi, je crois que c'est ce texte-là, mais dans l'ensemble de quelques autres qu'il y a là, je me suis dit, ça pour moi, c'est un objet mais totalement inconnu, glissant, inaccessible. Ponge, je sais le traiter, je sais Faulkner, je sais Kafka, c'est pas accessible, mais à force de le fréquenter, et là, c'est quelque chose de totalement impossible. Et Michaud, je pense que je l'ai toujours pas lu intégralement. C'est trop. Et là, je pense que ce genre de choses-là, se dire, ben, si toi tu y allais, si toi tu y vas, tu trouves quoi? Et puis il y a le fait que par accident ado j'ai eu une luxation récurrente de l'épaule et que c'était ce bras droit et que ça a fait mal, etc. Et que chaque fois à Berlin, etc. Il y a eu d'autres opérations, d'autres trucs. Merci, ça va mieux. Mais se dire, si tu travaillais sur ça. Et Michaud, et je pense il y a un moment très bizarre dans Michaud où c'est quand sa compagne Marie-Louise Ferdière, et Marie-Louise, c'est quand même le docteur Ferdière, c'était le psychiatre qui, parce que Marie-Louise était partie avec Michaud, s'est exilé de Paris et puis a ouvert un asile à Rodez. C'est quand même lui qui a sauvé la vie d'Artaud et de quelques autres. Et Marie-Louise Ferdière, je crois que c'était en 52 ou 54, c'est l'année où le nylon est arrivé à Paris. Et cette année-là, puisqu'à Paris on se chauffait avec des réchauds de butane, je crois qu'il y a eu 156 femmes brûlées vives en 2 ans, avant qu'on sache utiliser les nylons. Et il y a cette période de l'agonie de Marie-Louise Ferdière, c'est un texte de Michaud qui s'appelle « Agir, je viens », enfin un truc tellement, mais c'est que pendant 3 semaines, elle était suspendue par les 2 poignets et les 2 chevilles, le corps entièrement brûlé, et qu'ils l'ont accompagnée dans sa souffrance. Et après, Michaud n'a rien écrit pendant 2 ans, et c'est là où il a commencé, donc à plus de 50 ballets, ses ingestions de drogue, qui ont fait L'infini turbulent, Misérable miracle, Connaissance par les gouffres. Mais cette disparition devant lui, cette agonie par le brûlé vif, par le nylon de Marie-Louise Ferdière, je pense que c'est quelque chose qui donne encore une autre dimension à tout ce qu'il a écrit après. Et voilà, donc ça, moi, c'était de dire, comment tu peux entrer là? En touchant tout bricoleur. Ça, vous le gardez sur le coin de la coloquinte. Il ne vous a pas plu, mon bricoleur. Je suis très mauvais en bricolage. Mais non, regardez, c'est magnifique. Alors, revenons aux qualités de ces hommes de fiction du corps. Ce qui m'a frappé, c'est que, elles sont nombreuses ces qualités, hein, mais lexicalement parlant, sémantiquement parlant, ou même grammaticalement parlant, toutes
elle signale une négation, un manque. Alors je fais une petite liste. Démembré, sans pensée, inutile, sans immobilité, indéterminé, instable, rien, absent. On a aussi des qualités proprement objectives qui sont plutôt réservées aux objets. Alors on a des hommes jetables, fragmentés, qui s'effritent, transparents, flexibles ou à repousse. On a aussi des restes d'hommes, quand ils ne sont pas devenus pleinement des objets, des hommes peau, des hommes portes, des hommes crânes, des hommes miroirs, ou bien des hommes qui sont aussi réduits à une unique fonction. Il y a ceux qui chantent, il y a ceux qui sont dévoués à être jeunes. On a aussi des corps qui sont définis non pas par des qualités humaines, mais plutôt comme par des sortes de défauts ou d'inaptitude à former communauté. Les barbares, les hommes barbares, l'homme qui se tait, les hommes discrets, les hommes qui s'enfuyaient. Et en fait, vous avez trouvé le moyen de faire de toutes ces qualités, de tous ces traits négatifs, de leur conférer une valeur positive, c'est-à-dire positive au sens utile pour cette communauté. Et c'est finalement, d'où vous est venu ce parti pris de partir de quelque chose d'assez effrayant finalement, ces traits négatifs à chaque fois décelés et poussés, mis en exergue, et puis de leur donner une utilité remarquable pour la communauté que vous construisez ainsi. Comment c'est venu tout ça ? C'est l'idée d'arriver à trouver un récit concret sur quelque chose où j'ai pas de repère. Il s'agissait, tout à l'heure mentionné, Autobiographie des objets, là, qui était un travail sur, à partir du moment où je me suis rendu compte que ma mère était Alzheimer. Donc ça demandait 4 ans, tout ça, mais dans la période encore intermédiaire où elle luttait elle-même contre un Alzheimer en étant parfaitement consciente de ce que ça allait emporter, et à ce moment-là travailler sur des objets. Qu'est-ce qui est venu avant à la maison, la machine à laver ou le réfrigérateur, et qu'est-ce que ça changeait par rapport à le bio sur lequel la mère de ma mère, elle, zigouillait ses lapins pour dépioter ses lapins le dimanche, puis que j'avais toujours vu le clou sur le mur, etc. C'est fastoche, et même s'il s'agissait de travailler sur l'Alzheimer, et que pour moi c'était jouer quelque chose de lourd dans ce truc-là. Là, j'avais pas de repère. Par contre, flexible, c'est juste en lisant Le Monde, quoi. Ouais, la flexibilité, on va gagner en flexibilité. Il y a des hommes, plus des travaux, plus des postes d'emploi, des hommes flexibles. Putain, c'est quoi un homme flexible ? Est-ce que toi, tu es flexible dans ta tête ? Et à ce moment-là, c'est juste attendre le moment où ça démarre. L'histoire de la repousse. C'est vrai que j'avais rencontré sur le plateau de Saclay dans les scientifiques. Il y a un labo qui travaille sur la reproduction sur les cellules souches. Nous, nos yeux ne fabriquent pas. On a plein de cellules souches dans différents endroits, y compris dans le cerveau. Heureusement, c'est même ce qui permet des gens non-voyants d'affecter des zones du cerveau, des zones réservées à l'audition, à la reconfigurer comme ça, d'utiliser les zones de cerveau non utilisées par la vue, justement, de les reconfigurer pour voir mieux, sentir plus, lire du braille, etc. etc. Donc les cellules, ces cellules souches qui se reproduisent, on en a, nous, quand on fait une greffe osseuse. Par contre, on n'a pas ça pour la rétine. Or, il existe en Afrique du Sud un lac où une certaine variété de grenouilles elles sont capables de renouveler leur rétine. Et ce labo donc travaille sur ces. Donc là, ce qui est bizarre, c'est que il y a des trucs, ils ont des jetons, des trucs des associations de protection de l'animal, etc. C'est tout à fait normal. Donc c'est dans une cave du labo protégée. Et là, il y a des milliers de grenouilles. Et puis sur les petits têtards, ils attrapent l'œil, ils le congèlent, et puis ils le coupent en tranches d'un micron. Donc pour nous, c'est totalement invisible parce qu'un œil. Et là, par contre, on arrive à isoler des cellules souches qui ensuite, regreffées sur un œil présentant une détérioration visuelle, permet à l'œil de se régénérer. Donc je sais que le texte, là, l'impro qui s'appelle Homme à repousse, j'ai encore l'odeur de ces grenouilles, quoi. Ainsi de suite, et c'est venu comme ça. La question pour moi, c'est se dire à quel moment, par exemple, c'était prestidigitateur en tant que tel, moi j'en ai
pas grand-chose à faire, mais c'est-à-dire se dire sauf l'idée de représentation, de spectacle, tout ça, et se dire à quel moment justement le texte met en abîme sa propre représentation parce que c'est un livre et que ce truc que j'avais appelé prestidigitateur, c'est bien, ça peut faire un élément récurrent pour gérer la mise en abîme. Nous, nos problèmes, c'est là où on est bricoleur, par contre. On se pose des problèmes d'artisanat et de régler narrativement les questions, ce qui est admirable, par exemple, dans William Faulkner encore. Il y a un bouquin qui s'appelle Faulkner à l'université, où il fait dans plein de classes ce qu'on est en train de faire, et merci et gratitude, et il répond toujours avec ces choses tellement élémentaires, mais c'est élémentaire, c'est ça notre job. Alors après, c'est se dire à quel moment, ok, t'en as fait 20, est-ce que t'es sûr que t'es allé au bout? Ah ben non, va donc un peu plus loin. Ouais, homme. Tu vois les vigiles, et tu vois le mec qui est là à la porte de la FNAC, et le mec, il pense, et puis qu'est-ce qu'il regarde? Tu vas faire un homme-porte, et puis voilà. Et à un moment donné, se dire, c'est assez stabilisé. Est-ce que toi, tu passes à autre chose ou pas? Et puis, se dire après, et puis si t'en vient d'autres, qu'est-ce que tu fais? Et c'est pour ça que c'est après cette question d'édition, se dire... donc j'ai repris les droits à François-Marie Desrolles, et puis je l'édite et je le diffuse moi-même. C'est pour ça aussi que, est-ce que ça veut dire être éditeur? C'est pas les étiquettes qui comptent. Je pense qu'aujourd'hui on demande à un musicien, bon là on a une étudiante de musicologie qui nous travaille avec sa prise de vue, etc. Je lui dis pas, comment, vous ne sortez pas de l'institut audiovisuel? On est tous dans des pratiques où on a un point de validité ou d'intensité ou de peut-être pertinence plus grande, mais on ne demande pas à un musicien, ah bon, tu sais te servir d'un magnétophone en plus? Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est-à-dire, ça m'empêche pas, là je viens de passer avec un autre copain musical, Toplitz, 2 jours dans un studio de création là, ça s'appelle La Muse en circuit, et puis tout d'un coup on a un vrai ingé son, et puis tout d'un coup j'ai un micro à 800 balles, et c'est pas mon micro à 300 balles, et alors je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais ces questions de... et là, elle va finir par avoir raison. Oui, on est touche à tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, attraper la gestion de son manuscrit, mais je crois que quand on travaille même avec la machine à écrire, et autrefois, et puis qu'on coupait avec nos choses comme ça, nos ciseaux, notre Tipex, nos agrafes, et qu'on refaisait, on gérait aussi une instance de publication, même sur un papier carbone, parce que le papier carbone c'était destiné à 4 personnes, ou que ce qu'on envoie à l'éditeur, etc., etc. Donc c'est des rouages qui ont toujours été là. Simplement aujourd'hui, on peut je crois que ça reste pertinent, l'idée de l'édition. Par exemple, là, dans cette édition, l'atelier contemporain, on s'est frité, mais ça n'a rien à voir à ça. L'idée de dire, je sais que tu es copain avec Philippe Cogniet, si je demandais à Philippe de me faire des illustrations, et puis moi, je vais travailler avec Philippe, je pense qu'il faisait des tirages signés, etc., et que c'était aussi sa manière de faire vivre sa galerie, donc tant mieux. Et là, je me perds un petit peu, mais la question d'étiquette n'est plus pertinente. Par exemple, par contre, ce qui est important, c'est se dire comment on remplace un livre par l'idée pérenne, stable, et puis terminée, t'en feras un autre dans 2 ans, par l'idée d'un chantier qui, même sous sa forme livre, peut nous accompagner sous une forme variable, modulable. Excusez-moi d'être hyper bavard. Non, mais vous nous donnez beaucoup, vraiment, merci beaucoup. C'est très, vous nous apportez énormément là. Donc gratitude à mon tour. Alors, on a parlé un petit peu de ces hommes définis par une qualité en négatif. Il y a aussi la question du temps de l'époque. La communauté, la nouvelle civile. Vous parlez dans le texte d'ancien temps, le temps d'avant le désastre, et puis celui de l'ère nouvelle que nous connaissons, qui d'ailleurs est détentrice de YouTube, et finalement des temps qui ne semblent pas toujours si étanches, quand on voit que certains hommes sont dans une continuité, c'est-à-dire ils étaient là de longtemps avant, et on les retrouve encore aujourd'hui, nous dit l'instance narrative. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce désastre qui a fait rupture ?
et qui construit cette nouvelle communauté, cette nouvelle société. Je pense que c'est pas pour moi un élément si déterminant. L'élément déterminant, c'est ce que nous ont apporté Ernst Bloch, Theodor Adorno, Walter Benjamin, c'est-à-dire qu'il fallait rompre avec les projections téléologiques. Et ça, je pense, pour moi, c'est les années 80 d'être capable de gérer en soi ce qu'Adorno, alors je ne sais pas s'il emploie le terme comment il utilise ces choses de dialectique négative, etc. Et est-ce qu'il y a une téléologie négative? J'en sais rien, je ne suis pas dans ces choses-là. Mais à un moment donné, il a fallu faire le deuil des projections sur le futur. Et le texte de Walter Benjamin, à la limite, c'est aussi un texte qui est pas loin de ça. C'est ce dessin de Paul Klee qui s'appelle Angelus Novus. C'est une forme abstraite, mais où donc Klee dit c'est l'ange neuf et Walter Benjamin dit c'est l'ange du futur, et l'ange du futur il est projeté, mais tout le monde le connaît, et ce texte et ce dessin de Paul Klee, mais il est projeté vers le futur, mais en contemplant le désastre qui vient de s'accomplir. Et je ne pense pas qu'on puisse écrire en dehors de ces formes non même plus de deuil téléologique, mais de méfiance vis-à-vis de soi-même sur comment rompre ou s'empêcher à chaque étape de construction téléologique. Mais ce qui est déjà dans Rabelais, par exemple, l'abbaye de Thélème, on commence par le truc, c'est l'abbaye du fait ce que voudra, et puis petit à petit, eh bien, il y a des contrats en hexagone, et puis dans l'hexagone ici c'est les garçons, puis dans l'autre hexagone c'est les filles, et puis au premier étage, etc., puis au deuxième étage, et puis le matin tu fais ça, et puis ça devient le contraire de ce travail de l'utopie qui se meurt à mesure qu'elle se dit. C'est pas des choses, c'est pas des choses nouvelles. Par contre, ça peut être original. Et l'autre chose, c'est que dans l'univers, par exemple, de la science-fiction, qui est un univers récent, mais qui est lié là à l'histoire des sciences et des techniques, les formes de dystopie avec H.G. Wells ou d'autres, je ne sais pas comment ça naît, où naît la forme dystopique dans le récit, et là je ne suis pas non plus calé, mais si aujourd'hui je lis Damasio, je vois ce que c'est une dystopie. Et cette question, le présent, on ne peut pas l'assumer. Le présent, il se casse la gueule de toutes les questions. Alors, est-ce qu'on le traite comme des astres? Et là, évidemment, dans la science-fiction, il y a des dizaines de kilos de titres. Des gens comme Philip K. Dick, Ballard, etc. etc. Moi, je travaille beaucoup sur H.P. Lovecraft. C'est venu par d'autres hasards, parce que Lovecraft, on est en amont de la science-fiction, et on est, par contre, dans un moment très précis, en 1925, où la masse des inventions techniques qui sont déjà à l'œuvre chez Proust, comme le téléphone, l'apparition de l'électricité, la reproduction du son, etc., chez Lovecraft deviennent des outils de masse. Par exemple, la transmission d'une image à distance depuis New York en même temps à Chicago et San Francisco, etc. Donc, quand j'ai écrit ces trucs-là, j'étais aussi en même temps en train de traduire en permanence du Lovecraft. Donc, cette question de... c'est juste ça mon élément de réponse. C'est-à-dire, c'est fabuleux que tout ce monde de la science-fiction ait permis, je pense à Ballard par exemple, nous ait permis d'utiliser la dystopie comme concept narratif, même si dans Jules Verne aussi il y en a, c'est pas la question. Mais est-ce que justement aujourd'hui dans notre rapport au présent, c'est une polyphonie, et dans cette polyphonie il y a Auschwitz. D'accord, et ça reste, et on peut pas. Il y a ce Adorno sur Beckett, et il dit comment peut-on écrire après Auschwitz? C'est la première phrase de son texte sur Beckett. Simplement, quand Beckett, tout Beckett, dans quel espace de temps c'est? Il n'a pas besoin de le définir comme dystopie. Par contre, pour moi, la dystopie, c'est une des formes où on peut se balader temporellement dans. Oui, donc j'utilise ces choses-là, et ça doit intervenir mais j'ai pas besoin d'un référent temporel fixe. Bon. Et donc, en exergue de chacun des petits textes sur votre site, on a Pour en finir avec l'humanité joyeuse.
Donc on retrouve là. Donc il est là à chaque début, juste sous les fautes, sous les images, comme vous dites. On a pour en finir avec l'humanité joyeuse. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc c'est là que donc cette dystopie qui se balade de temporalité en temporalité, elle est là en fait. On est loin du corps avec tout ça. Oui, mais on pourrait, on tourne autour quand même, on tourne autour. J'avais envie de vous, on s'est posé la question en étudiant les notes sur l'homme démembré, du retravail du texte, et il y a une chose qui m'a frappée, parce que là vous avez dans ces notes, il y a la question des adverbes qui apparaît curieusement. Alors, je vous lis une des phrases. Peut-être, est-ce qu'on va avoir le temps? Il est déjà 15h06, alors on ne va pas tout relire, mais voilà ce qu'on nous dit. Pour lui aussi, c'est un étonnement, une faculté qu'il s'était découverte progressivement à force de tâtonnement, d'exploration progressive, d'entraînement aussi certainement. J'enchaîne les adverbes comme si la phrase, dans sa difficulté à dire, pouvait compenser avec eux. Et bon, ça, cette version-là est présente dans les deux textes, mais dans la version 2, vous rajoutez quelque chose à la fin qui n'était pas présent dans la première version, qui est simplement, donc il y a la phrase qui dit voilà, nous, ses proches, relativement proches parce qu'il était très seul en fait, n'avons été prévenus que tard de sa disparition, la disparition de l'homme démembré, qui se démembrait plus exactement. Je me dis que non, que dans un ultime exercice peut-être, il aurait poussé cette faculté si loin que, voilà, il était là, toujours, parmi nous dans sa pièce blanche. J'y suis passé, la maison est fermée, mais pas de panneau à vendre, juste fermé, et qu'il n'a plus de corps. Simplement et adverbialement, plus de corps. Donc à 2 reprises, les adverbes sont là soulignés dans le texte. Donc on a regardé, on s'est dit, bon, revenons en arrière, voyons si dans la phrase en question, j'utilise beaucoup d'adverbes, il y en a tant que ça, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors on s'est demandé ce qu'ils nous disaient, ces adverbes. Pourquoi simplement et adverbialement plus de corps? C'est toujours des réponses à étage, j'en suis désolé. La première, c'est que moi j'ai un axiome aussi en littérature, c'est pour ça que j'ai voulu aller voir plus près. On a des modèles identificatoires, donc des gens comme Beckett, Michaud, etc. C'est fabuleux. Il y a des guides, on va toujours devant. La tombe de Beckett, elle est tout près d'ici, à 10 minutes à pied. Et dans ces modèles, il y a ceux qui nous permettent de positionner cet écart grandissant entre la littérature et la poésie. C'était un usage oral, c'était un usage de proximité. Et puis aujourd'hui, l'exercice de la littérature devient non pas un apanage d'élite ou de caste, etc. Il n'y a rien qui me soit plus étranger que ça. Mais, et non pas de survie, on n'en est pas là non plus. Mais comment on travaille cet espace? Et moi, des gens comme Bob Dylan, justement, m'ont aidé à ça. Et Bob Dylan, un jour, quelqu'un qui lui demande « C'est quoi pour toi le rock'n'roll ?» Puis il répond « Carelessness, tu t'en fous. » Et pour moi, c'est pas une question de s'en foutre, c'est une question de se dire comment tu construis en toi, que dans le moment où tu écris, tu puisses prendre ce petit dérapage qui va t'emmener plus loin. Tu puisses quitter les défenses et les adverbes. Quand je vois des adverbes dans les textes de mes étudiants, enfin même si je le fais plus beaucoup maintenant, on met attention, quoi. Et en même temps, en français, les adverbes, c'est souvent les mots de 4-5 syllabes, et ça peut être très important. Par exemple, justement, dans Lovecraft, toute la littérature américaine, c'est tellement du monosyllabe, alors que dans la littérature française, on a un vers en monosyllabe dans Agrippa d'Aubigné, on a un vers en monosyllabe chez Victor Hugo dans les Djinns à cause d'Aubigné, mais notre langue, elle est plutôt sur des 3, 4, et tout ça, c'est plus long. Et par contre, sans parler du anticonstitutionnellement, l'adverbe, c'est ce qui déplie. Il y a un autre enjeu là-dessous, c'est justement cette question de sujet, tout à l'heure que j'évoquais avec Daniel Colobert, c'est pour moi là, la rupture s'est faite avec Saint-Simon. Et ce qui dans le Saint-Simon,
disons qu'il écrit de 1519 à 1542, donc quand la régence commence en 1715, et en 1723, pardon, après 8 ans de régence et la mort du duc d'Orléans, lui il est complètement dans les choux, et là pendant 19 ans, il va écrire tout ce qu'il a traversé de 1709 à 1723. Et alors il a des éléments, par exemple le journal de Dangeau, qui est un vieux schnock, qui était un bourgeois de Paris, qui était considéré comme le meilleur joueur de billard, et Louis XIV le fait venir, et il a le culot, Dangeau fait semblant de perdre. Enfin, il perd devant le roi, et lui, il prend des notes sur comment se repérer dans la cour, parce que le succès de Dangeau à la cour, il est haï, il y a plein de jaloux qui rêvent que de faire tout. Et Saint-Simon, lui, prend les notes de Dangeau, justement, là encore, des notes au jour le jour, pour développer ses portraits. Et c'est dans la filière là, de Talleyrand-Déréaux, les historiettes, quand Céline dit de Talleyrand, il fait en 15 lignes, t'as tout, t'as le fric, t'as la baise, t'as tout machin. Et cette compression-là du statut de personnage, dans Saint-Simon, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a l'impression de les voir en relief, il les prend toujours, machin vient de mourir, et donc s'il meurt, c'est toujours un portrait qui s'éloigne, comme ça, et au début, dans les 2 premiers tomes de Saint-Simon, dans la Pléiade, il y en a 8, on se dit, mais qu'est-ce qu'il lui trouve à Saint-Simon? C'est lourd. Et puis tout d'un coup, au 3e tome, et après, on peut reprendre les 2 tomes. Et ce qui est fabuleux dans Saint-Simon, c'est que pour trouver cette objectivité, pour traiter le personnage comme une espèce de matière, de temps, de pouvoir, de hiérarchie, et puis corporellement, c'est pas rien, cette frange là de Louis XIV, 400 pages, et on le voit pourrir, quoi, avec l'odeur, avec c'est celle du matin, etc. Et cette matérialité-là, Saint-Simon le fait par une triangulation des verbes. C'est-à-dire que la moindre phrase, il y a toujours 3 présences verbales qui s'articulent, qui se triangulent, comme on fait des charpentes métalliques, là, ou ces machins là-haut, et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de dire un je, un il, etc. C'est-à-dire le poids de la phrase repose sur le lien entre des verbes, et si on déplace ce centre de gravité, à ce moment-là, on a joué contre le sujet. Et le personnage devient cette espèce de jouet de pouvoir, de symbole. Et je pense que c'est pour ça aussi que Saint-Simon, pour nous, c'est du fitness, quoi. Je suis pas tous les auteurs savent que Saint-Simon, c'est notre fitness du soir, quoi. Là, moi, je suis qu'à la 3e relecture. Alors, quel rapport avec les adverbes? Je pense que dans ce travail-là, cette instance un peu objective, malheureusement, c'est ce qui permet d'éloigner soi comme énonciateur et de tenir à distance celui qu'on énonce. Alors après, j'ai jamais pensé à ça, il faudrait que tu reprennes. Non, là j'ouvre une page, il n'y en a pas. Non, c'était dans l'homme démembré. Cet homme démembré, oui, c'est bizarre, si je m'en souviens très bien, c'est pas cette histoire de luxation d'épaule ou dans la perception de mon corps jusqu'à mes 50 balais. Il y a toujours eu ce risque du démembrement. Et à un moment donné, il fallait que je l'ouvre. Mais c'est un texte de Castaneda, dans des derniers livres de Castaneda qui ne sont pas les meilleurs, ou dans la suite de ce parcours sorcier, enfin en tout cas de s'assumer dans des pratiques sorcières qu'il est censé avoir fait avec le Don Juan avant la fin du Don Juan, et qu'il lui faut reconquérir consciemment des expériences qu'il est censé avoir traversées mais sans en avoir le souvenir. Il y a la rencontre d'un de ces équipes, parce que c'est toujours des groupes de gens déposant de pratiques sorcières, mais un qui est spécialiste du rêve, et celui-là c'était précisément un qui se démembrait. Et le texte met incroyablement mal à l'aise, parce que Castaneda écrit son propre mal à l'aise à ce type qui se déboîte et se remboîte, parce que cette maîtrise qu'il a acquise, et que même certains yogis en Asie aussi arrivent à faire, c'est pas des choses, c'est pas des lubies fantastiques, mais en tout cas, moi c'était ça l'approche, c'est-à-dire dire, toi t'as eu cette connerie d'épaule, franchement on va pas te raconter ça. Par contre, quand tu as lu ce Castaneda, ça t'a mis extrêmement mal à l'aise et tu as reconnu que dans ta propre perception
corporelle, unifiée, quelque part censurée, de toute façon épaisse, et venant d'un monde où ces questions-là n'étaient pas à la surface, ce texte t'a mis en tremblement. Comment tu vas écrire ce malaise? Est venu ce récit, mais la chambre blanche, elle est celle du livre de Castaneda, c'est sûr. Et justement, alors, comment mettre en œuvre ce tremblement, ce malaise? Votre phrase, la phrase, prenons les phrases de l'homme démembré, on a des phrases averbales, des verbes qui sont sans complément, en emploi absolu, on attendrait quelque chose et rien ne vient, des tours parfois archaïques, voilà, en ce temps qu'il parlait, qui sont très beaux, des sortes de phrases graphiques qui sont marquées par le point mais qui dépendent de ce qui précède. On a aussi des apparitions, disparitions. Par exemple, l'article « Il se démembrait vraiment, virgule, bras et jambes, point, ou seulement mains et pieds, point, ou parfois les hanches et épaules. » Et alors, il avait atteint une maîtrise impressionnante. Et voilà, comme en l'occurrence... il est aussi question de votre maîtrise impressionnante de la langue. Pourquoi cet article-là, alors qu'il n'y en a nulle part, ni sur les pieds, ni sur les mains? Et je me suis demandé dans quelle mesure, peut-être, ça ne parlait pas de votre faculté à vous, de découverte progressive, de tâtonnement, c'est-à-dire, vous nous dites à propos de l'homme démembré, que son corps avait besoin pour être en place, qu'il l'exerce continuellement, démonte, remonte. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser au texte comme corps certain, que vous auriez rendu corps incertain. Le corps certain, nous dit Barthes, c'est la façon dont les érudits, puis c'est aussi juridique, mais dont les érudits arabes appellent le texte. Et donc je me dis, mais en fait, il y a des manipulations dans la phrase, des déplacements, voilà. Je ne sais pas du tout si c'est conscient ou pas, j'imagine que non, mais est-ce qu'il n'y a pas vous ne vous êtes pas aussi livré à une sorte de gymnastique phrastique ou des segments, voilà, pour faire de votre texte corps un corps incertain? J'aime pas ce qui tient de la gymnastique. Ça, je suis pas lecteur assidu de poésie, par exemple. Et je sais que chez POL, ou des copains comme Cadio ou Alféry, etc., ce gars, dans le dernier livre, c'était La Tour de Pise, là, Emmanuel Ocar, était grand spécialiste de ça. C'est des gens, ou Fourcade aussi. Il y a tout un mouvement de poésie contemporaine de gens qui ont mon âge, qui ont ces usages savants de la langue et qui travaillent en tant que ces usages savants peuvent être producteurs. Et je suis plus, moi, dans une tradition que je revendiquerais autrement, et peut-être que justement, par exemple, quelque chose qui a été très déclencheur pour moi chez Michaud, c'est que quand il parle de sa peinture, il dit que s'obstiner 6 jours sur 7 à préparer son papier, préparer son encre, préparer ses pinceaux, ensuite faire une série, organiser le séchage, etc. Et qui dit, mais tu n'as pas le temps de penser. Tu es dans... Et que le soir, elle dit, mais la fatigue qui est sur toi, elle appelle que tu dormes. Et par contre, il se réserve une journée par semaine, longtemps c'était le dimanche, plus tard après le lundi, il appelle ça sa journée de silence, et là il reste dans une pièce blanche, qui était aussi la même pièce là, où il y a un tabouret, une planche et un broyeur à papier. Et que le seul outil d'écriture qu'il avait, en dehors de la graphie manuscrite, c'est faire disparaître la version précédente par le broyage. Et que dans cette journée-là, a priori, il ne mange pas, il boit, il boit de l'eau, il n'a pas de visite, il n'a pas de téléphone, et que souvent, les textes viennent vers 4h, 5h du soir, et que là, la poignée de textes qui vient, aujourd'hui, on en a 3 Pléiades. Et là, je veux dire, être savant, oui, je pense que, comme tout un chacun, un musicien ou n'importe qui, on s'exerce en continu. C'est-à-dire s'astreindre, par exemple, s'astreindre
lire. En ce moment, je relis Pylone de Faulkner, mais c'est le hasard. Je lis aussi un texte de Nicolas Bouvier, des notes de Nicolas Bouvier. Il faudra repartir, que je connaissais pas du tout, qui sont avant l'usage du monde. Donc la lecture est tout à l'heure j'ai dit fitness pour Saint-Simon, et ça inclut bien justement, oui, merci à vous les savants, de vous lire, de travailler théoriquement sur le... En ce moment, pour moi, par exemple, c'est la pensée de Flusser. J'aime aussi une découverte récente, c'est Judith Schlanger, un livre qui s'appelle Présence des œuvres perdues. C'est une dame qui a 80 ans, je crois qu'elle enseigne à Jérusalem, elle écrit en français, mais dans Présence des œuvres perdues, elle dit comment chaque période laisse disparaître des continents entiers de manuscrits, de non publiés, ou de choses dont parfois nous arrivent les chants de Mal d'Aurore ou Saison en enfer, mais que malgré tout, dans l'invention de chaque époque, ces œuvres perdues sont quand même présentes. C'est une idée conceptuelle pour moi qui est décisive pour le web en particulier. Alors oui, il y a travailler en permanence et se considérer comme, bon, je ne sais pas du genre qui se bourre la gueule avant d'écrire, mais il y a quand même ça, c'est-à-dire à un moment donné, le moment où j'écris, moi c'est souvent, j'ai jamais écrit après 8h du matin, quand ça vient c'est le matin, point. Il faut être un peu naze encore. Et par contre, comment travailler dans l'art en entier, cette instance où il y a de la non-maîtrise, où il y a du... alors, c'est pas facile à voir chez les auteurs, justement, qui sont trop savants. Je sais pas même si l'expression, je la défendrais, parce que c'est tellement beau, et quel bonheur il y a à lire ce qu'il peut y avoir de parfait, là. Et hier, je retombais sur ce truc totalement... je vois une phrase... l'univers étourdi penche sur ses essieux. C'est une citation de Nerval. Je dis, mais attends, j'ai jamais lu ça chez Nerval. Et tout à coup, hyper vexé, quoi. Et Nerval, pour moi, c'est quelqu'un que je pratique continuellement. Dire, mais j'ai jamais lu l'univers étourdi penche sur ses essieux. Et c'était dans le journal de Michel Léris. Je cherche et je finis par trouver que Bernard Noël l'a utilisé aussi. Et Nerval, non, c'est l'univers étourdi penchait sur ses essieux. Donc j'avais lu plein de fois cette phrase, mais que deux bons hommes comme Bernard Noël et Michel Léris mettent dans leur texte une phrase bidouillée de Nerval, involontairement, c'est-à-dire que dans la tête du journal de Léris, la mémorisation qu'il fait de Nerval, il remplace l'imparfait par le présent. Et évidemment, ces choses-là, nous, on est toujours là-dedans. Mais à un moment donné, quand on écrit, il faut aller à l'endroit, et je pense que c'est pour ça que les musées en ce moment me manquent tant, quoi. Moi, je dirais que c'est le nez devant l'étoile, quoi. Aller voir un Bonnard, et Bonnard, il a retravaillé ça, puis il y a ça qui est mal torché, et puis il y a ça, et ce mal torché, c'est souvent là que ça se joue, quoi. Donc c'est comment arriver soi-même à la fois se mettre en condition que oui, on est armé. La pensée de Simondon, c'est pas facile, mais je m'efforce de continuer d'avancer dans Simondon, et puis d'être capable aussi de laisser ces choses. Donc ces choses-là, là, sur les articles, pour moi, typiquement, c'est quelque chose que je me régalerais, que je me régale à travailler chez les autres, ou un texte d'étudiant, quand dans mon école, là, il me l'envoie par mail à la fin de la séance, et puis paf, on balance ça sur le mur, qu'on lit à voix haute, qu'on regarde, qu'on scrute. Typiquement, là, le cadeau que vous venez de me faire, c'est notre approche de comment appréhender un texte. Mais je pense qu'il faut se rendre aveugle sur son propre... franchement, je pense que si je faisais attention à ces choses-là, des gens comme Dominique Fourcade ou Emmanuel Ocar, c'est ça la matière de leur livre. Mais moi, ça me bousillerait complètement. Maintenant, peut-être que nos auditeurs ont des questions à vous poser. Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres? Est-ce que vous avez envie d'interroger François Bon sur toute cette matière profuse qu'il nous a offerte aujourd'hui? On a touché à tout et on a bien bricolé. Ah, ça vous restera. Ça nous restera. Comment je vais les entendre? On va les entendre. Alors, je regarde. Evelyne nous pose la question. En regardant alors elle a écrit, mais vous pouvez intervenir à voix haute, Evelyne. Hein. Vous préférez que je lise votre question peut-être? Alors,
En regardant le sommaire du recueil, j'ai remarqué qu'il y avait des notes sur une catégorie d'hommes, les hommes peau, les hommes porte, les hommes miroirs, mais aussi des notes sur un homme en particulier, un homme généralement un peu excentrique, étrange, la figure du prestidigitateur, dont on a parlé tout à l'heure, qui revient plusieurs fois, mais aussi l'homme démembré, l'homme qui se tait par exemple. Pourquoi tantôt parler d'un ensemble d'individus qui ont un caractère commun et tantôt se focaliser sur un homme singulier qui apparaît être le seul de son genre? Pourquoi cette hésitation entre le pluriel et le singulier? Merci de la question. Et à moi, elle me paraît une évidence. C'est-à-dire, si j'écoute de la musique, je vais avoir cette dispersion, ces rassemblements. Si je pense à des souvenirs de films, je pense à du Tarkovsky par exemple, je peux avoir une scène de foule, puis tout d'un coup un visage qui va émerger de la foule. Donc je pense que cette question-là, c'est comment, là où on est dans une succession de choses courtes, il faut l'organiser, et que cette organisation, alors il y a cette récurrence-là qui m'a beaucoup servi. Dans la version actuelle, par exemple, j'ai inséré aussi une suite de textes sur Michaud, qui n'était pas du tout prévu au départ, mais comme si on fabriquait des strates, des brillances et des dynamiques. Si avec eux, oui, il y a des catégories générales à un moment donné. Il y a un homme tout qui doit venir vers le milieu et un homme rien qui vient tout à la fin. Alors ils viennent ensemble par un peu antagonisme. Mais ça ne me choque pas, et je vais m'auto-complimenter, c'est pas ça. C'est que comment on peut appréhender une œuvre littéraire en tant que composition dans ces éléments qui s'opposent. Ça, c'est une expérience qui est peut-être probablement qui tient plus à la poétique qu'au romanesque. Mais ouais, c'est venu comme ça. Et justement, alors peut-être pour faire suite à la question d'Evelyne, il y a cette prédominance du on dit, du on disait, donc du nous on ou du vous on. C'est-à-dire qu'il y a ces pronoms qui convoquent constamment le collectif et qui dessinent finalement, me semble-t-il, une communauté assez étrange, assez inquiétante, un peu fantomatique, instable. Heidegger disait que le on, c'était le on de la lâcheté collective, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce on un peu à l'enveloppe élastique qui se cache derrière ce on, et d'ailleurs qui se cache derrière le je? Parce que le je, on a le sentiment parfois de vous entendre, et puis parfois... est-ce que c'est des je, ces témoins? Est-ce que ce sont différents témoins? Est-ce que ce sont des je pluriels eux aussi? Ou est-ce que c'est un je que vous avez ressenti comme unique? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces pronoms finalement? En tout cas, il n'y a pas d'inscription personnelle dans l'idée du je. Je ne sais pas, même si la différence entre le on français et le on allemand de Heidegger, c'est qu'en allemand, il y a un neutre, et que le man, l'expression de ce neutre, il existe aussi en anglais comme tel, et en français c'est une vieille lune, mais nous ne disposons pas d'énonciateur neutre. Et ce qui n'était pas gênant du tout, l'autre jour je regardais un Becherel des années 60, même 70 je crois, les déclinaisons, on mettait un il, on ne se préoccupait même pas de mettre un elle. Et dans la mesure où maintenant cette question, c'est pour ça aussi que les questions pour moi posées par l'écriture inclusive sont totalement essentielles. C'est-à-dire, j'utilise évidemment l'écriture inclusive en permanence dès lors que j'ai des mails, des listes mails, des adresses aux étudiants, etc. Et je ne me vois pas utiliser les formes inclusives dans mes textes littéraires avec 4 guillemets. En même temps, je sens que, par exemple, l'usage du point médian, maintenant typographiquement dans nos claviers, on peut programmer sur Word d'utiliser un point médian, c'est-à-dire le point dans le milieu de l'interligne est
distincte du point. Et pour moi, c'est très récent d'aller raviver ça. C'est-à-dire que, par exemple, comme dans l'écriture Tifinagh aujourd'hui, jusqu'en l'an 1000 à peu près, on ne séparait pas les mots. On ne concevait pas mentalement l'espace entre les mots. Donc la naissance du graphique du point, elle est la toute petite indication du copiste, minuscule, enfin, seulement une indication qui n'est pas visuelle, qui participe de l'inconscient visuel, qui est pour dire voici où est la séparation entre ces deux mots. Par contre, les indications de phrases qu'on retrouve encore à l'état fossile chez Montaigne, c'est les suites de double point, qu'on retrouve dans le Pantagruel de Rabelais en 1532, c'est le slash et le double point. Mais la question de ce point médian ravive une histoire de la langue qui a 1000 ans. Et je pense que s'interroger sur l'écriture inclusive, et s'interroger évidemment, et pour moi Wittig en ce moment est une auteure que je ne cesse pas, Virgile non, reprendre le Dante de Virgile, mais si c'est deux femmes, dont une femme avec un nom de roi sénégalais homme, mais c'est un livre pour moi terriblement explosif et qu'on a laissé aux oubliettes en disant « Ah, c'est fastoche, c'est le féminisme des années 70 ». Et puis Wittig, elle est partie vivre aux US parce qu'elle en avait trop marre de ça, je suppose, mais c'est pas la question. Mais quel truc là? Oui, c'est-à-dire que cette question du genre est essentielle. Et elle est essentielle aussi pour nous, hommes, ou des fois, moi, ça me gave, je ne vais pas dire de nom là au Zoom, y compris que peut-être ils nous entendent, mais les généralités sur l'homme commencent à me gonfler le haricot, pour le dire crûment aussi, avec une expression qu'on n'oserait jamais utiliser comme ça dans des milieux intellectuels clairs et nets. Mais pour moi, le travail qu'on a fait et qu'on s'astreint à faire sur notre dedans, sur nos corps, sur nos gestes, sur notre présence en société, pour en finir avec une histoire qui n'a même pas de 50 ans, qui s'exprime en termes de domination, y compris syntaxique. Les 3 points de Nathalie Sarraute, c'est comment un récit peut se construire sans réimposer une hiérarchie de phrases qui est à l'image de la hiérarchie de la domination masculine, etc., etc. Bon, tout ça c'est une autre chose, mais pour moi c'est un travail. Et je pense que dans ce bouquin, pour moi, l'enjeu c'était d'ouvrir ce travail. Et ce que je voulais dire, c'est que je ne me vois pas utiliser l'écriture inclusive dans ce genre de texte. Par contre, les problématiques qui sont associées à ça changent complètement ma manière de m'assumer corporellement dans ces récits et je crois dans tout ce que je fais. Je ne suis pas le seul, évidemment, c'est pas de la gloriole, c'est juste une question qui est hyper fragile. Et en quoi le fait que sociétalement ces questions soient posées, en quoi ça nous donne aussi une autre liberté d'assumer précisément peut-être un masculin. Par contre, la question en français par exemple l'utilisation du IEL, IE, de ZLE, ou en école d'art en ce moment du X, parce qu'il n'est pas question de mettre étudiant.e.s, mais on rajoute un X parce qu'il y en a qui sont ni masculin ni féminin et que c'est tout à fait légitime, et puis il n'y a pas de problème là-dessus. Au contraire, qu'est-ce que ça traverse sur nos propres corps à rebours, mais je ne me vois pas utiliser le IEL. Par contre, donc cette question, c'est comment on peut réinventer cet espace hors genre ou qui assume le genre. Ça, c'est pas à moi de trancher, c'est pas ma question, mais en restant avec nos vieux outils. Et peut-être que justement là, syntaxiquement, les élisions de sujets, par exemple, c'est un outil qu'on peut vraiment développer sans problème. Et peut-être le « on » en est-il un aussi, parce que même s'il n'est pas neutre dans notre langue issue de l'homme, demeure quand même assez il préexistait, quoi. Donc moins intéressant. Le on chez nous, il est l'image, il peut être l'image du jeu, d'une subjectivité qui se transporte dans le truc, comme il peut être l'idée d'un vous collectif, comme du nous, toi et moi on. Donc le on, c'est une valeur molle, mobile, et ouais, je suis conscient de l'avoir utilisé, mais toujours avec méfiance quand même. Est-ce que nos auditeurs ont d'autres questions? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Radia. Bonjour. J'entends très bien, ça va. D'accord.
J'ai une question qui concerne une note sur les hommes qui s'effritent. On voit bien des hommes qui se désengagent, qui progressivement, qui s'accrochent à la vie en dépit de leur désintégration. Ces hommes qui sont égaux à eux-mêmes et donnent de l'énergie à la vie, sont dynamiques et créatifs dans leur énergie, dans leur inertie. Il y a la chose et son contraire. Ma question, c'est peut-on lire dans la figuration des agrégés du corps une distorsion éventuelle de la langue, en quelque sorte une allégorie de l'insuffisance du texte littéraire, à dire le monde. Voilà ma question. Merci Radia. Ouais, et merci parce que ça veut dire qu'elle a sacrément bien lu. Mais typiquement, je peux pas répondre. C'est pas ce défilé. L'incipit de ce texte, c'est on les plaignait bien. C'est ce rapport à l'autre où l'autre est dans la misère et nous, on va se débrouiller pour pas rester pour continuer, même à côté de la misère de l'autre. Enfin, je crois que c'est tout. Il y avait ce jeu de l'habitude et puis que c'est un texte sur l'indifférence, pas plus. Et il y a encore un on. On avait seulement comme politesse commune de ne pas leur faire trop remarquer. J'ai pas... Donc, mais il faut pas chercher... Ouais, faut pas trop chercher non plus des choses lourdes. Tant mieux si le texte travaille, et tant mieux si c'est ce texte-là qui l'a accroché. Et pour moi, oui, il y a une image dans ce texte. Là, vous les aperceviez au même arrêt de bus, même direction, chaque jour, telle heure. C'est comment écrire l'indifférence à l'autre, quoi. C'est un exercice là-dessus, peut-être. Pas plus. Je saurais pas plus en dire. Il y a une chose qui me vient aussi à propos de votre écriture, c'est l'accumulation, enfin la fréquence plus exactement, d'hypothèses. C'est-à-dire que c'est un texte que j'ai trouvé très hypothétique. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, on a énormément de modélisateurs, de je crois, je ne crois pas. Enfin, vos narrateurs, vos instances narratives doutent constamment. Il paraît, mais je ne suis pas sûre. Alors, elle ne croit pas, votre instance narrative. Elle dit peut-être, elle dit c'est possible. Elle émet des hypothèses et puis elle dit oui, c'est possible. Ou elle dit je ne le crois pas. À la réflexion, cela ne tenait pas, ce n'est pas vrai. Vraiment, on a le sentiment que le sens n'est pas définitif, que les certitudes sont absentes. Beaucoup de phrases interrogatives, des alternatives aussi, ce serait des hypothèses sur l'origine de telle ou telle catégorie d'hommes, ou bien, sentiment qu'on a une posture de doute qui est confirmée. À un moment, votre instance narrative dit « je dis bien », je dis seulement c'est possible, et elle insiste. Voilà. C'est un regard dubitatif peut-être porté sur les témoignages, sur la valeur des témoignages, sur la valeur des on-dit rapportés. Est-ce que c'est pour vous un trait de notre société actuelle? Sur la question du doute, oui, évidemment, c'est l'absence de sens général qui nous pousse à écrire et à s'installer dans le malaise. Après, pour moi, il y a une autre question qui est peut-être plus étrange, c'est le statut de la rhétorique dans un texte. Ce qui renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure sur la matière. Ce que j'ai toujours écrit moi, en disant qu'il y avait dans la prose, et peut-être ça d'ailleurs l'influence de Flaubert, mais qu'à un moment donné, on pouvait empoigner du monde, empoigner des récits, empoigner des personnages, sculpter des visages, tripoter avec les mains. Et puis, si je lis Borges, c'est quoi le jour, je relisais l'Aleph, cette nouvelle avec 17 petites sphères de verre, et ça fait 25 pages, et les petites sphères de verre, elles arrivent à la 15e page, et en gros, on en parle pendant 3 pages. Maximum. Et tout le reste, c'est une sorte d'occupation rhétorique. Et cette rhétorique, si elle n'était pas là, on ne serait pas prêt à accepter l'hypothèse il existe 17 boules de verre soigneusement cachées qui contiennent en elles-mêmes la totalité des faits qui adviennent à cet instant-là. Et là, on retrouve le Borges. Et Michaud, longtemps, ça m'a gêné. C'est-à-dire, je voyais toujours cette instance rhétorique
qui marchait, qui essayait est-ce que c'est un piège, est-ce que c'est pas un piège, mais ce qui transperce chez Michaud était toujours prisonnier de ce ressassement rhétorique. Et là, pour moi, j'ai accepté, c'est peut-être aussi ça ce qu'il fallait répondre à Radia, c'est ça, sur ces hommes qui s'effritent. C'est-à-dire, on installe une rhétorique pour voir à quel moment ça va appeler une image qui traverse. Et l'autre influence, c'est pas un mot qui me convient, mais l'autre lecture, pour moi de plus en plus majeure, obsédante, c'est Nathalie Sarraute. C'est juste après mai 68. C'est pas entre la vie et la mort, c'est entre la vie et la mort et l'usage de la parole. C'est plus mais c'est deux personnages dans une pièce, et puis dans l'autre pièce à côté, il y a des personnages qui sont en train de parler, qui font la fête, qui rigolent, qui parlent. Il y a juste des éclats de voix qui transpercent, et ce côté incertain de Sarraute, c'est ça qui, par l'instance de la parole, tout d'un coup nous fait accéder évidemment à oui, une instance. Est-ce que c'est une vérité? J'en sais rien. C'est pas elle-même, elle l'accepterait pas. Mais une inscription du monde, mais qui restera toujours tenue à distance parce qu'elle est seulement cette instance de parole. Alors, avez-vous d'autres questions, les uns les autres? Alors, bonjour. C'est Oscar. Oscar, bonjour, on voit pas sa Oscar. tête, mais on voit son nom. Enchanté. Alors, moi, j'avais plus qu'une question, finalement. Attendez, je mets bien le son. Voilà. Plus qu'une question, finalement, j'avais une suggestion, et puis je voulais raisonner cette suggestion avec votre présence, François Bon. La fin de l'homme démembré, avec cette disparition dont on n'est pas sûr. Et oui, on y revient. Je ne voulais pas vous interrompre tout à l'heure, évidemment, mais Il aurait fallu. moi, Ça n'aurait pas posé de problème. Ça a résonné avec moi, et puis avec le fait que vous parliez vous-même de Michaud, avec un passage d'un poème qui est dans l'espace du dedans, qui s'appelle Clown, où il écrit l'idée de l'abcès d'être quelqu'un, je boirai à nouveau l'espace nourricier. À coup de ridicule, de déchéance, qu'est-ce que la déchéance? Par éclatement, par vide, par une totale dissipation, dérision, purgation, j'expulserai de moi la forme qu'on croyait si bien attachée, composée, coordonnée, assortie à mon entourage et à mes semblables, si digne mes semblables, réduit à une humilité de catastrophe, à un nivellement parfait comme après une intense trouille, ramené au-dessous de toute mesure par mon grand réel, au roi infirme que je ne sais quelle idée ambition m'avait fait déserter, anéanti quant à la hauteur, quant à l'estime, perdu en un endroit lointain, ou même pas, sans nom, sans identité. Donc voilà, il y a ce gros extrait qui m'a fait penser en fait à la disparition de l'homme démembré, et je me demandais si finalement il n'y avait pas cette résonance entre votre œuvre et ce qu'on peut trouver chez Michaud dans ces faits-là aussi de disparition finalement, et d'aller en deçà finalement de sa propre existence. Merci du cadeau et de la belle lecture, parce qu'on en a tous profité. Et oui, il faut que je regarde la caméra et pas le mot Oscar. Il est là, Oscar. Et par contre, ce texte, Clown, pour moi, c'est tellement un sommet de Michaud que c'est pour ça que j'aime bien en ce moment lire les 1930, 1925, 1930, parce qu'on le voit qu'il accède progressivement à lui-même, alors que là, c'est la quintessence, quoi. Ça rassemble, c'est un texte, on sait tous que ça... Juste une petite nuance, se méfier de l'espace du dedans, parce que l'espace du dedans, lui limitait ses tirages chez Gallimard à 600 exemplaires. Il dit, si on croit que 600 personnes en France peuvent lire mes écrits, c'est qu'on se trompe. Et
c'est Raymond Bellour qui avait obtenu de dire mais alors on va faire une anthologie et cette anthologie on va la tirer à 12 000 et ça s'appelle l'espace du dedans et l'espace du dedans c'est une anthologie qu'il a constamment remodelée au cours de sa vie et cette notion du livre remodelable pour moi c'est extrêmement important à intégrer. Par contre dans l'espace du dedans on n'a plus que le meilleur. Et si je prends Face au verrou, par exemple, on a d'abord des bassins de mots. On a les poèmes verticaux, là, des choses où il répète agir, je viens, par exemple, et où il répète les mêmes, comme des incantations, uniquement pour trouver des images. Une fois qu'il a ces images, il les isole, il en fait des proverbes. Après, il en fait des petits faits divers de 3 lignes ou de 6 lignes. Et puis, tout au bout, on va avoir prose des insectes ou le texte sur les ombres là tout à la fin et là on a des longs textes qui sont ceux qui vont être repris dans l'espace du dedans alors que pour moi la novation de Michaud c'est de nous fournir des livres qui contiennent en eux-mêmes qui sont eux-mêmes le parcours de leur gestation alors moi je conseille de prendre l'espace du dedans et d'aller l'offrir à quelqu'un que vous aimez bien et de prendre plutôt le Pléiade ou tout ça. Non, mais en dehors de toute plaisanterie, merci pour Clone. Par contre, ça incarne parfaitement le défi qu'il y a eu pour moi, à 60 ballets, de se dire, tiens, cette chose-là qui pour toi est un ovni de littérature totale et que tu sais même pas prendre, tu sais pas comment en toi on peut gagner ces choses-là. Ben, essayez de mettre quelques petits cailloux pour progresser vers ça, quoi. Mais en tout cas, merci de l'avoir lu. Merci à vous, merci pour votre retour. Merci Oscar. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions ? Oui. Alors, Abdel nous écrit « Après lecture des notes sur les hommes inutiles, j'aimerais demander à l'auteur quelle définition il donne, personnellement, à l'inutilité. Le texte laisse lire la définition donnée par un autre, visiblement la pensée collective, représentée par le « on », mais qu'en est-il de la vision de l'auteur ? Peut-on être inutile tout en complétant la définition d'un lieu, en l'occurrence la ville ? On dit que presque tout ce que font ces hommes inutiles, prendre le métro, attendre sur les bancs, etc., c'est pour rien. Alors que ce rien participe à la définition de la ville, ce lieu où attendent les hommes inutiles. L'auteur peut-il nous en dire plus ? Très grand merci. Parce que c'est à la fois le texte et c'est à la fois tromper le texte, hein, parce que il se menait des expériences et c'est qu'est-ce qu'on fait nous quand on vient observer ou quand on fait des expériences dans la ville. Les inutiles attendaient sur des bancs, c'est pas les autres, c'est comment soi-même on se vide et on se rend disponible pour capter la ville et organiser ce travail. En tout cas pour moi, c'est clair quand même dans ce texte. Et par contre, le fond de la question, où là ça répond au plus direct, c'est pas un texte qui parle des autres. C'est-à-dire qu'est-ce qui est inutile ? Ça, la littérature. Et c'est une ambivalence. C'est-à-dire à un moment donné, on est dans un monde qui considère, en ce moment, le terme essentiel, les activités non essentielles. Pour les copains musicaux, pour les copains théâtreux, nous, littéraires, on peut à la limite continuer chez nous ou venir ici à la Sorbonne travailler en Zoom. Mais on est dans un monde qui considère la littérature de plus en plus comme inutile. Et quelque part, et là peut-être c'est Flaubert aussi qui nous incite à ça, est-ce qu'on ne peut pas l'assumer, cette inutilité ? C'est-à-dire que justement, j'ai les yeux qui brillent en lui répondant. Qu'est-ce que c'est beau de se dire, dans un monde comme ça, de se dire, nous, on va rester inutile et on fera de l'écriture. Et je crois quand même que je ne l'avais pas relu ce texte, et, je ne veux pas défendre ce que j'ai écrit, et probablement c'est quand même 5 ans de ça, mais quand même c'est des choses là, que j'ai relu tous ces temps-ci là, pour faire cette nouvelle version, et je crois que c'est le statut du narrateur dont on parlait tout à l'heure, il n'est pas dans le jeu, mais là, pour moi, le personnage, c'est aussi une ambivalence totale avec le fait de comment dans la ville se mettre en position telle qu'on puisse y écrire. Pas d'autres questions à François Bon ? Bon, eh bien alors dans ce cas, nous allons pouvoir conclure. Merci en tout cas, merci infiniment François pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Vraiment précieux. C'est un plaisir et quand même une forme impressionnante parce que
jusqu'à il y a 3 jours, je pensais que je serais chez moi aussi, et qu'on ferait ça sur le Zoom. Je suis équipé chez moi, j'ai pas des belles choses là comme ici, mais j'ai quand même un micro extérieur, un appareil extérieur. Et pourquoi on est ici? Et nous deux, il y a quand même les yeux directs, même si on a le truc pas loin. Mais ce qui s'inaugure là, je pense que c'est quand même aussi quelque chose d'un petit peu irréversible, et c'est quand même sacrément une autre étape que si on avait été en Zoom à la maison. Et j'ai pas cessé de penser en même temps que si j'avais été, que depuis quelques mois, j'ai pris l'habitude, que si on fait des Zooms, que je suis dans mes bouquins au lieu de cela. Par exemple, Emmanuel Ocar, je l'aurais attrapé, ou Kafka, je l'aurais attrapé. Donc toute cette gamme de questions, là, c'est vital qu'on se les pose en ce moment, tout en étant bien conscient de comment c'est plus difficile pour quelqu'un qui a 24 ans et qui n'a pas le droit de faire la fête la nuit, que pour moi qui, à partir de... passe tous mes soirs à lire et rien faire d'autre. Comment justement... Qu'est-ce qui naît de la situation actuelle pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties de la boîte? En ce moment, oui. Ouais. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est d'une part, précisément YouTube, faire une chronique tous les jours, c'est quelque chose qui me... Je suis de plus en plus accro, mais je pensais que je m'étais éloigné vraiment des livres. Et il y a 6 semaines de ça, c'était fin décembre, en roulant en Bretagne, la masse de tous ces bistrots fermés, c'est atroce à Paris, là, quand je suis venu à pied de Montparnasse à ici, et tous ces bistrots, évidemment, au bout de 30 ans, quand je disais tout à l'heure qu'on a un peu de patate derrière, on a des souvenirs, on a des rendez-vous, et c'était aussi les bords de ville, tous ces trucs là où on s'arrête, et là on est dans un patelin, comment tu vas aller prendre un café, etc. Toutes ces banalités font que je me suis dit, mais si j'ai commencé à faire un inventaire de tous les bistrots qui avaient compté pour moi depuis la naissance, et j'en suis à 250, et j'en ai écrit 70 avec une phrase par. Et là, je pense, ouais, ça fait 6 semaines que j'ai renoué cette espèce d'écriture. D'inventaire. Ouais, plus que d'inventaire. C'est une manière. Il y a cette chose autobiographique qu'on me redira plus tard à la Sorbonne, mais c'est autobiographie en tant qu'on est traversé collectivement par. C'est ce travail lacunaire. Ça. J'ai relu beaucoup, évidemment, le travail de Pérec là, sur cet inventaire des lieux où il a dormi, où lui, c'est fondamental d'écrire ça parce que c'est toute cette période où il ne se souvient pas, parce que sa mère le met quand il a 5 ans et l'expédie dans ces établissements catholiques du Vercors, de l'Ardèche, qui se passent les petits gamins juifs tous les 4 mois et qui les planquent et brouillent les traces. Et sa mère, évidemment, part à Auschwitz. Et lui, c'est seulement quand il a 11 ans ou 14 ans que la sœur de son père va faire une procédure d'adoption. Et il est tellement désocialisé, dyslexique, qu'elle le laisse dans des internats tout autour de Paris. Donc à 33 ans, il commence à faire cet inventaire des lieux où il a dormi, en se demandant comment je m'y prends, et comment je contre le lacunaire de la mémoire. La couleur des motifs du papier peint à l'hôtel du Sullion d'Or, à Saint-Chély d'Apcher. Bon, et puis des phrases comme ça. Et lui, on avait retrouvé 400 au bout de 2 ans. Mais en jouant avec Proust et la perte de conscience et tout ça. Donc en ce moment, je suis là-dessus. Merci beaucoup, François Bon. Merci aux étudiants. Merci à tous d'avoir été là. À bientôt.